L'infidélité, c'est comme la mort, disait Madame de Girardin, car l'infidélité est le pire geste qu'une personne puisse commettre lorsqu'elle est en couple. Et généralement, quand on a subi une infidélité, on se sent humilié, trahi, et pardonner est difficile, voire même impossible à nos yeux. Paradoxalement, chez d'autres personnes, l'infidélité est une sorte d'éveil de conscience, une manière d'apprécier, de mieux apprécier son partenaire et souvent même de resserrer les liens entre les conjoints. L'infidélité, on en parle dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour les filles. Hello, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. On pète un peu la forme. Moi, j'ai changé de coiffure. Si, on a remarqué. Aujourd'hui, c'est Jessica Rabbit. Tu connais Jessica Rabbit? Non. Son nom me dit quelque chose. C'est la rousse, là, dans Texas. Ah oui, c'est vrai. C'est un dessin animé, peut-être que c'est très vieux, faut pas Apprêtez-vous, je vais être devenue rouquine ici. Ça. Ouais. Bon, les filles, aujourd'hui, on parle d'infidélité. Alors, c'est un grand sujet, on en a déjà parlé dans notre petit labo, dans notre rubrique Sans tabou, il y a quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, on va en parler de manière plus transversale, en long, en large, en travers, parce que c'est un sujet qui mérite plus de profondeur. Alors, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité. C'est peut-être une question un peu absurde, mais qu'avez-vous à dire sur l'infidélité? Peut-être. Moi, franchement, je pense que personne n'est à l'abri de subir une infidélité. Pas de commettre une infidélité, mais de subir une infidélité. Je pense qu'il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui justifient l'infidélité, mais je suis d'accord avec la dame, Madame Girardin, qui a dit que l'infidélité, c'est comme la mort. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui se casse en la personne qui a subi l'infidélité. C'est toute sa confiance en elle-même qui est remise en cause. Ouais. Et il y a très peu de personnes qui se remettent de ça. Je ne sais pas pour ceux qui disent que ça rapproche les couples, mais vraiment, c'est compliqué. Non, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Surtout que tu mets ta confiance en une personne. Et puis, il ne s'agit pas de un simple bisou, quoi que ce soit. Mais c'est comme si la personne... Tu donnes ton corps à une personne et cette personne-là la gaspille avec d'autres personnes. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois. Et le pire, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en Afrique, il y a cette mentalité qui fait dire que oui, bon, quand on est un homme, oui, c'est normal de tromper, alors que la femme, elle n'a pas le droit. Non, je ne suis pas d'accord dessus parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Autant la femme, quand elle trompe, quand le gars l'attrape, là, ça lui fait mal. Autant aussi... Vice-versa aussi, c'est pareil. Donc, qu'on rééquilibre un peu les choses à ce niveau-là, quoi. Je suis absolument d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est la chose que j'allais dire. C'est le problème, je pense, aujourd'hui dans la société. Bon, déjà, l'infidélité en elle-même est problématique pour les couples. Et ça peut être commis par les femmes et les hommes. Même si on a tendance à légitimer l'infidélité chez les hommes. On se dit, oui, c'est naturel, ils ont plus de pulsions physiques. Tout un tas de clichés qui sont peut-être, dans une certaine mesure, vrais, mais qui excusent toujours le comportement des hommes. Alors que les femmes, tout de suite, elles sont vilifiées et diabolisées quand elles commettent l'irréparable, entre guillemets. Alors, bon, après, l'idée, c'est pas d'être sur un pied d'égalité, de dire ils ont le droit, on a le droit. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'infidélité de manière générale? Parce qu'en réalité, comme vous l'avez très bien dit, ça ruine les couples, quoi. Et puis, je pense ne pas tout de suite jeter la pierre à la femme. C'est-à-dire, de la même manière, on essaie de comprendre pourquoi l'homme a fait ça. Il faut souvent essayer de comprendre pourquoi la femme aussi. Il y a toujours, et puis, il y a souvent des causes parfois qui sont valables, quoi. Ouais. Bon, écoutez, les filles, comme d'habitude, on a porté la question sur la place publique. On vous a demandé cette fois-ci, à votre avis, qu'est-ce qui pousse les hommes, les femmes à l'infidélité? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. De nos jours, les hommes et les femmes aujourd'hui sont à une vitesse supérieure. C'est-à-dire que, comme on appelle aujourd'hui, les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes comme il le faut. Les femmes aussi, c'est pareil. Donc, moi, je pense que c'est ce qui peut provoquer l'infidélité. Sur le plan sexuel, surtout, sur le plan financier, et puis bon, il y a plusieurs critères, au fait. Actuellement, là, les causes de l'infidélité, chez les femmes, je dirais bien qu'elles aiment la vie facile. Bon, la vie facile, et puis elles aiment bien la facilité, quoi. Maintenant, pour d'autres aussi, elles ne sont pas satisfaites. Tu as ton homme,
il ne s'occupe pas de toi comme il se devait. Les trucs qui te promènent là, c'est pas ça. Maintenant, les hommes, ils aiment femmes, c'est tout. Oui, ils aiment femmes. Un homme, si tu le vois fidèle, c'est qu'il n'a rien. Sérieux, quand il commence à travailler, il commence à avoir de l'argent là, l'homme ne reste plus fidèle. L'infidélité d'abord, chez moi, côté sexuel, voilà, c'est quand l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme peut-être au lit, que sa femme peut tromper l'homme. Voilà, mais dans le cas contraire, chez la femme, soit l'homme n'arrive pas à satisfaire la femme au lit, donc la femme est obligée de tromper son mari, quoi. Bon, peut-être que l'homme peut se montrer infidèle à sa femme, peut-être qu'elle se sent indésirée. Mais soit l'homme ne lui accorde pas trop de temps, pareil aussi pour la femme. Bon, mon avis, c'est ça. Bon, allez, comme d'habitude. Après, il y a cette distinction qu'on fait souvent entre les hommes et les femmes qui a été faite dans ce micro-trottoir par beaucoup de personnes. C'est les hommes, c'est parce qu'ils aiment les femmes, et les femmes, c'est parce qu'il y a un manque de quelque chose financier ou de confort ou une absence peut-être du mari au foyer. Vous pensez que c'est aussi... Noir et blanc. Moi, j'ai remarqué plutôt dans ce reportage qu'il parlait aussi beaucoup de sexe en disant que la femme l'homme ou la femme peut être insatisfait cela peut les pousser à l'infidélité. C'est vrai que le sexe, comme on dit dans le mariage, c'est très important et pour ce genre de choses, à mon avis, ce serait bien qu'il y ait une meilleure communication entre les couples pour éviter ce genre de choses. Mais c'est une des causes. Moi, je pense parmi tant d'autres, mais c'est une des causes. Tout n'est pas noir ou blanc. C'est pas forcément une affaire de l'homme aime femme, la femme aime forcément la sécurité ou bien l'argent, bien non, je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense que chaque cas est différent. On a tendance à généraliser parce qu'on dit les hommes aiment les femmes et tout ça, mais je ne pense pas que ce soit ça. Souvent, il y a d'autres causes peut-être un peu plus psychologiques. Je pense qu'encore une fois, ça revient à l'excuse. C'est comme ça qu'on donne mais c'est parce que les hommes, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Voilà, si on grandit c'est ça. Tu vois, quand tu grandis avec cette manière de penser-là, tu justifies l'infidélité de l'homme tout de suite. Exactement. Bon, on en parle tout de suite avec notre invité, le coach Yoman François. On le connaît, c'est un habitué des femmes d'ici. Coach Yoman François, il est coach matrimonial. Bonjour coach. Bienvenue. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Et vous-même? Merci de nous revisiter. C'est un plaisir, toujours renouvelé. Nous aussi, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, je vous propose quand même d'explorer certaines causes de l'infidélité du point de vue psychologique et du point de vue aussi d'un sexologue. Reportage signé Karine Cassi. Devant le maire ou devant Dieu, ils se promettent d'être fidèles et loyaux pour la vie. Et lorsque ce serment est violé par le ou les partenaires, les dégâts peuvent être considérables. Peuvent alors s'ensuivre disputes, problèmes de confiance, rupture de communication et dans le pire des cas, séparation. Mais qu'est-ce qui peut expliquer les relations extra-conjugales? La réponse n'est pas simple car les facteurs sont pluriels. Lorsqu'il y a infidélité dans les couples, il y a des questions, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, les voici. Il y a 3 questions fondamentales. Est-ce que vous passez du temps de qualité ensemble? Voici la première question. Un couple qui ne passe pas du temps ensemble, finalement, ne va pas communiquer, ne va pas s'entendre. La deuxième question à se poser, est-ce que la sexualité est active et satisfaisante? Active veut dire, est-ce que ça se passe quand on veut, c'est-à-dire au moins 2 ou 3 fois par semaine? Et satisfaisante, est-ce qu'on est content après chaque rapport sexuel? Voilà pourquoi il faut faire un briefing après chaque rapport sexuel et savoir si l'autre est satisfait. La troisième question fondamentale va être, est-ce que vous avez des projets? Un couple qui n'a pas de projet, malheureusement, ils ne peuvent pas se projeter. S'il n'y a pas de projection possible, ça veut dire qu'il va arriver un moment que l'un d'entre eux va se projeter avec quelqu'un d'autre. Aller voir ailleurs pour satisfaire certains besoins ou encore combler un vide, cela peut aussi revêtir une dimension psychologique. Il y a d'abord le background de chaque partenaire. C'est-à-dire que, est-ce que chaque partenaire s'est vraiment apprêté avant de se mettre en couple? Est-ce que chaque partenaire a pris le temps de guérir de ses blessures antérieures? Chaque partenaire a pris le temps de guérir de ses blessures d'enfance et chaque partenaire a pris le temps de construire son bonheur lui seul, d'abord même avant de se mettre en couple. Le deuxième aspect réside dans le fait que
qu'est-ce que les parents mariés montrent comme modèle déjà à leurs enfants? Le papa qui est à la maison, il botte des coups avec son enfant pour tromper maman. La maman aussi qui est à la maison souvent botte des coups avec sa fille pour tromper papa, etc. Donc quand l'enfant grandit dans cet univers-là, c'est fort probable que dans lui-même son couple-là, il soit assez, je vais dire, infidèle. Maintenant, le troisième aspect, il y a ce qu'on appelle les styles d'attachement. On a le style évitant, c'est-à-dire le style désengagé. On a le style anxieux, qui est le style perturbé. On a le style désorganisé. Et enfin, on a le style sécure. Donc, vous voyez quelqu'un qui a le style désengagé, qui se met avec quelqu'un qui a le style perturbé. Donc, déjà, ça ne va pas trop. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est quoi? On a d'abord le mépris, après le mépris, on a la critique, après la critique, on a l'attitude défensive, et puis après l'attitude défensive, on a la dérobade. Donc, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse-là préparent déjà le couple à aller un peu dans le chaos. Donc, du coup, chacun cherche à attraper une branche dehors. Selon l'article 391 du Code pénal ivoirien, l'homme ou la femme qui commet l'adultère risque la prison allant de 2 mois à 1 an si et seulement si le conjoint offensé porte plainte. Un cadre légal assez étonnant dans le contexte local où l'infidélité masculine demeure largement tolérée par la société. Bon, alors, coach, je pense qu'on va essayer de définir même la notion de l'infidélité parce qu'elle est vaste et puis elle est relative en fonction. On a vu le cas d'Eva Longoria et son mari Tony Parker, ça a défrayé la chronique. Elle a divorcé parce que son mari envoyait des messages coquins à une femme. C'était même pas qu'il est sorti avec la dame, c'est des messages. Et ça avait même divisé certaines personnes. Donc, l'infidélité, est-ce que sourire à quelqu'un, embrasser quelqu'un, envoyer des messages, c'est aussi considéré comme de l'infidélité? Oh, t'as mis embrasser, sourire et... Oui, envoyer des messages dans le même sac. Bon, peut-être que message à part, et puis sourire, tu vois, attraper la main, envoyer des messages. Il y a des niveaux, quoi, des choses platoniques. Des choses platoniques. Ce qui peut être platonique pour vous, peut être absolument sérieux pour moi. Donc, à la base, si vous voulez définir en fait ce concept, parce que c'est un concept de l'infidélité, il faut prendre justement l'infidélité dans son rapport au couple avec lequel cette infidélité se pose. Parce que vous aurez des couples dans lesquels ils vont estimer que échanger des SMS, c'est pas être infidèle. Tandis que dans un autre couple, ça peut être un facteur de rupture ou de séparation. Donc, l'infidélité, on va peut-être définir comme ça, comme le fait de cesser de faire avec son ou sa partenaire ce qui lui était exclusivement dédié. D'accord. Comme ça, c'est vraiment relatif de faire avec son ou sa partenaire ce qui lui était exclusivement dédié avec quelqu'un d'autre. Donc, ce que j'étais censé faire avec X ou avec Y dans le contrat qui nous réunit, je me retrouve à le faire avec quelqu'un d'autre alors que ça, c'était pas prévu. Donc, à ce moment précis-là, il y a infidélité. Donc, si j'échange des SMS avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le contenu de ces SMS? C'est quoi le caractère de ces SMS? Qu'est-ce que je développe dans ces SMS avec cette autre personne? Est-ce que cette personne a ce droit-là? Oui, parce que du fait de la mise en commun, du fait de la mise en relation avec un homme ou avec une femme, ça crée des droits, mais ça crée aussi des devoirs. Et malheureusement, bon nombre de personnes entrent dans la vie de couple avec l'idée de droits qu'ils ont. Mais ils oublient et omettent aussi qu'ils ont des devoirs qui sont générés justement par le simple fait d'avoir accepté de vous mettre avec une personne. Donc vous avez ce contrat d'être exclusif avec cette personne en termes d'échange donc émotionnel, en termes d'échange affectif, en termes d'échange sentimentaux, en termes d'échange sexuel, mais parfois en termes d'échange aussi, j'ai failli dire matériel. Vous savez, vous pouvez devenir une personne infidèle parce que vous aidez plus une personne du sexe opposé que votre propre partenaire. Donc, vous voyez que la dimension, en fait, de cette infidélité est extrêmement large. Et il ne faut pas négliger, en fait, des aspects comme n'étant pas graves, parce que de toutes les façons, comme on dit dans l'expression, ça commence toujours, en fait, par la souris, et puis après, ça finit par le bœuf.
Donc voilà un tout petit peu l'éclairage que je pourrais faire, que vous ne retrouverez pas dans des dictionnaires, hein, mais par, j'ai failli dire par effet d'accompagnement, d'habitude et de temps, j'ai réalisé en fait que cette question de l'infidélité doit être prise vraiment au cas par cas pour être gérée de façon beaucoup plus efficace. Alors ce que vous dites, ça implique quelque part que... Alors, dans un couple, on a deux individus différents qui arrivent avec leur expérience, leur background, leur environnement et leur perception des choses. Et si moi et mon partenaire avons une perception de la fidélité qui n'est pas la même, on va forcément peut-être arriver à un problème à un moment donné. Si par exemple, pour moi, les messages coquins, c'est pas bien grave, ou bien... On va dire autrement. Le fait de flirter à une soirée, c'est pas très grave, et pour mon conjoint, c'est dramatique et c'est une cause de rupture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à ces points il faut discuter, il faut le savoir d'emblée, dès le départ. Oui, c'est clair. Vous voyez, dans le mot se mettre en commun, enfin, c'est faire comme un. Donc, faire comme un, ça suppose qu'à un moment donné, il y a madame, il y a monsieur, et de madame et de monsieur naît quelque chose qu'on appelle la relation. Donc, la relation est en fait, si vous voulez, la création qui se met en place entre deux personnes. Donc, chacun va apporter à l'intérieur une sorte d'énergie qui va alimenter. Et c'est pour ça que c'est très important d'échanger et de discuter de façon très ouverte. Excusez-moi, mais arrêtez de faire des rendez-vous où vous ne mangez qu'à locaux, vous ne mangez que poisson, en fait. Parce que ce n'est pas ça, votre vraie vie. Parlez des choses qui vous concernent. Parlez de vos craintes. Parlez de vos expériences. Parlez de vos peurs. Mettez en face de l'autre des sujets qui vous permettent, en fait, d'avoir des réponses qui vous rassurent quant à la présence que vous avez auprès de lui ou auprès d'elle et quant à l'avenir amoureux que vous comptez avoir avec la personne. Donc voilà, si moi j'entre dans une relation avec une personne, c'est important que je puisse mettre vraiment en face de la personne mes craintes, comment la personne me rassure. Parce que dans cette question de l'infidélité, il y a cette angoisse et cette peur existentielle. Ça existe en chacun de nous. Plus vous aimez une personne et plus vous avez envie que cette personne vous appartienne. Donc il y a cette idée de possession en fait que vous avez développer à l'égard de cette personne. Donc, il faut pouvoir expliquer à la personne ce que vous attendez réellement d'elle et quels sont justement, on va arriver justement à cet aspect-là, quels sont ses facteurs d'exposition, quel est son passé. Ah oui, il faut pouvoir en parler avec la personne parce que si vous avez en face de vous une personne qui a un passé sulfureux, c'est pas le fait de se mettre en couple avec vous qui va transformer la personne. Et là, c'est la grosse erreur que nous commettons et elle est purement hormonale. Parce que quand vous aimez une personne, il y a des hormones qui se libèrent en vous. Et ce sont ces hormones-là qui font dire parfois que l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Donc, vous êtes dans une relation, en fait, où vous idéalisez le partenaire en face de vous, mais le fait de l'aimer ne le rend pas plus capable. Le fait de l'aimer ne le rend pas plus moral, ne le rend pas plus exceptionnel qu'il ne l'est déjà. Et donc, en fait, c'est vous qui l'avez idéalisé. C'est vous qui avez cru en lui disant « Promets-moi que tu ne me tromperas pas, promets-moi que je suis la seule, promets-moi que je suis la seule personne. » Il vous promet, ce sont des promesses. Mais est-ce que dans l'absolu, cette personne a les capacités de répondre justement à la promesse qu'elle vous a faite? Ça va revenir maintenant dans des questions qui sont liées à sa personnalité, à sa capacité à l'autodiscipline, parce qu'il y a une autodiscipline à avoir. Mais ça, le fait d'aimer seul ne suffit pas pour me donner, pour m'octroyer ces capacités-là de me dépasser face à des tentations. Alors, on en parlait en début de l'émission. Pourquoi il est difficile pour un homme de pardonner une femme qui trompe plutôt que l'inverse? Plutôt que l'inverse. On va dire que c'est peut-être sociologique. Vous savez que la femme, c'est la matrice, c'est la mère. Et de ce point de vue-là, elle est garant, en fait, de la postérité. Donc, c'est important, en fait. Et la loi dit de façon substantielle que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Vous voyez la subtilité de la loi? Ça veut dire en d'autres termes que c'est la mère qui sait qui est le vrai père de son enfant. C'est ça. Donc, si celle-là, elle est objet à des doutes, si on n'est pas très certain qu'on est le seul dans sa vie, vous voyez, pour la postérité, ce que ça peut représenter. Donc, c'est cette dimension-là qui rend l'infidélité de la femme un peu plus désastreuse, en fait, parce qu'on se dit, finalement, si la femme trompe, à qui appartiennent vraiment les enfants? Vous savez que l'homme, à un moment donné, se targue d'être le père de la famille, le chef de la famille, mais à la vérité, il n'y a que la femme qui puisse vraiment savoir si oui ou non. Alors, du côté de l'homme, il y a ce côté un peu
machiste. On est dans une société, malheureusement, qui est faite comme ça, où on a le sentiment que l'homme a plus le droit de tromper, et l'homme est le plus exposé. Ouais. Mais si on observe les choses de près, en tout cas pour notre petite expérience en tant que professionnel de l'accompagnement des couples, mais surtout des couples d'entrepreneurs ou de businessmen, vous allez vous rendre compte qu'en fait, des femmes qui se lancent en entrepreneuriat ou en affaires sont exposées, mais je ne peux pas vous dire à quel point. Une femme qui sort de chez elle le matin, qui est chef d'entreprise, qui dirige des projets, qui a une entreprise, etc., et qui part de chez elle le matin et qui revient le soir, c'est un challenge. De regarder son mari et de lui dire « je t'aime », etc., c'est un challenge parce que vous n'imaginez pas toutes les propositions auxquelles elle peut être exposée. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut mettre sur le chemin de son accomplissement. Et dire non à tout ça et rentrer, c'est aimer vraiment. Quoi. Et là, vraiment, ce n'est pas parce que je suis chez les femmes d'ici que je le dis, mais bon, voilà. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, qu'on justifie plus finalement l'infidélité chez les hommes et pourtant les femmes ont plus autant de raisons de tromper. Non, n'ayez pas peur de le dire. Les femmes sont plus exposées. On va continuer à en parler. Excusez-moi, je vous coupe, mais on doit partir en pub. Malheureusement, on se retrouve dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des femmes d'ici. On parle aujourd'hui de l'infidélité et nous sommes avec le coach Yoman François. Et juste avant de partir en pub, on disait que les femmes avaient beaucoup de raisons d'être infidèles en raison de leur exposition. Et je veux ajouter que selon une étude, 35% des femmes avouent avoir cédé à la tentation en allant voir ailleurs. Donc, c'est vrai que les chiffres commencent à être énormes, mais qu'est-ce qui pousse... Ça, c'est celles qui ont avoué. C'est vrai. Et qu'est-ce qui pousse les femmes à l'infidélité ? On va classer peut-être les raisons de l'infidélité des femmes dans plusieurs chapeaux. L'un des premiers chapeaux, on va dire, c'est les facteurs d'exposition qui sont liés justement au fait qu'aujourd'hui, la femme n'est plus à la maison. La femme bouge. La femme est dans une société où elle prend une part très active. Elle est décideur, elle est vue par rapport au cliché ancien de la femme qui était plutôt ménagère, donc cachée du regard. C'était parfois, l'un des prétextes que certains hommes avaient de dire « je préfère que tu ne travailles pas, je veux que tu restes à la maison, que tu prennes soin des enfants et de la maison », mais en fait, c'était que tu ne sois pas exposée. Parce que plus une femme est exposée, plus une femme montre son talent, son charisme, son savoir-faire, et plus elle plaît. Et quand elle plaît, il y a des risques. Voilà. Alors, donc, il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect qui est très important, qui est l'aspect économique. Il faut savoir que dans une relation, un élément fondamental pour la femme, c'est la sécurité financière. Cette sécurité financière est liée à la matrice aussi, c'est-à-dire pouvoir prendre en compte sa propre personne, mais prendre aussi en compte sa progéniture. Et ça, c'est très important quand une femme se retrouve au cœur d'une relation dans laquelle elle n'a malheureusement pas cette sécurité financière. Donc, vous pouvez exposer votre épouse, votre conjointe à de l'infidélité parce que financièrement, vous n'assurez pas. Financièrement, vous ne participez pas justement à l'éclosion de ces projets. Imaginez une femme entrepreneur. Je prends cet exemple parce que j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs. Qui est en face de certains challenges, il y a des bons de commande qui sont là, la banque n'a pas encore répondu, elle a un problème de trésorerie et elle se retrouve dans cette situation-là. Les tentations sont extrêmement nombreuses. Les prédateurs du monde du business sont nombreux et toutes sortes de propositions indécentes peuvent être faites à cette femme-là. Quand elle a un partenaire, un mari, qui n'est pas au fait de cette réalité et qui peut avoir les moyens de l'aider, mais qui ne le fait pas. Parce que pour lui, l'aider lui permettra peut-être d'avoir plus d'ascension, d'être encore plus autonome, de briller davantage. Certains hommes préfèrent ne pas le faire et espèrent de cette façon-là faire en sorte que leur femme demeure toujours sous la dépendance. Mais si c'est une femme qui a vraiment un esprit de leader, si elle a un leadership affirmé, qu'elle a vraiment envie de se lancer, c'est pas évident. Elle peut rencontrer des difficultés qui peuvent l'exposer justement, on va dire, à ce fait-là. Mais prenons une femme qui n'est pas forcément entrepreneur, mais qui a des problèmes pour survivre au quotidien, qui a des problèmes pour s'embellir, pour prendre soin d'elle. On existe dans une société, vous voyez des personnes en face de vous, vous voyez d'autres femmes qui prennent soin d'elles. Il y a des clichés là. Et donc, savoir qu'on est en couple et qu'on n'est pas capable parfois de faire face
un minimum de sollicitation parfois de la famille, etc., ça peut exposer. Je ne dis pas que ça justifie, je dis ça peut exposer. Ouais, il y a une troisième dimension d'exposition, c'est les couples dans lesquels la femme peut être sujet à des blâmes, à des réprimandes constantes, le fait d'être rabaissé constamment. Attention, certains hommes pensent gagner en fait en pouvoir, ils pensent gagner en autorité, en blâmant ou en descendant la femme, mais vous l'exposez de cette façon-là parce que quand elle a un échange, par exemple, avec quelqu'un qui la met en valeur, elle a un échange avec une personne qui lui donne confiance en elle-même. En fait, elle se retrouve bien avec cette personne-là. Et là, déjà, commencent les premières heures de l'infidélité. Quand je commence à me sentir bien avec quelqu'un d'autre qu'avec celui avec lequel je suis censé être bien, ça pose problème. Donc, il y a un problème aussi, 4e niveau, le problème de l'attention. J'ai entendu beaucoup de personnes dire « c'est le sexe, c'est tout faux ». Le sexe n'est pas la première raison de l'infidélité. D'ailleurs, vous voulez dire chez les femmes ou chez les femmes comme chez les hommes. Hein, quand vous prenez des personnes qui ont commis l'infidélité, combien de fois ils ont eu des rapports sexuels? Non, ce n'est pas une question de rapport sexuel. Parfois, c'est une question d'attention. L'attention qui manque, on la recherche quelque part. Et il faut savoir, par exemple, que la femme aime entendre et l'homme aime voir. Ouais. Donc, il faut fonctionner avec ces deux principes importants dans votre couple. Si, femme, vous cessez d'être visible dans votre couple, vous donnez la visibilité à quelqu'un d'autre, en fait. Hein, ça, c'est vraiment très, très important. Négligence, accoutrement, je veux dire... Vous la salez, entre guillemets. Ouais. Le machin ici, le truc du pagne que vous mettez là... Pas que certaines mettent, vous mettez. Je généralise, en fait. Non, je généralise comme ça pour attirer l'attention et pour dire que des fois, une fois entré dans le foyer, on a ce sentiment de sécurité, en fait. On a le sentiment d'être installé, on a un confort, on est dans une zone de confort et on a tendance à ne plus faire d'efforts de ce côté-là. Donc, on ne séduit plus. L'homme, il a un instinct de chasseur. Et vous savez, dans l'instinct de chasse, c'est un peu comme un félin. Si vous prenez, par exemple, un chat, que vous lui jetez une souris déjà morte, il n'en fait rien. Il va, à la limite, vouloir faire bouger la souris. Il ne mangera pas, ça ne passe pas. Pour l'homme, c'est important aussi d'avoir en face de lui une femme qui en jette. Vous voyez, une femme qui provoque, une femme qui lui donne le sentiment de n'avoir pas encore été totalement possédée, conquise. Donc ça, c'est très important. Mais du côté de la femme, c'est très important. Elle a besoin d'entendre son homme, de l'entendre la rassurer, de l'entendre lui dire qu'elle est belle, de l'entendre lui raconter tout et n'importe quoi. Oui, c'est important qu'une femme finisse une journée, qu'elle rentre à 20h et qu'elle vous dise « Kadi m'a dit ci, une autre m'a dit ça ». Oui, c'est sa journée, elle a besoin de le dire. Et si elle n'arrive pas à vous partager ça, des choses qui paraissent pour vous peut-être sans importance, elle trouvera peut-être quelqu'un disponible autour de 22h ou 23h sur Messenger, WhatsApp ou je ne sais pas où, avec qui elle pourra commencer à avoir cet échange-là, elle pourra commencer à avoir ce commerce et ça sera comme un rendez-vous. L'infidélité a démarré. Ouais. Parce qu'elle trouve le moyen de s'extérioriser, de s'exprimer avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là... Et la suite est inévitable, en fait. Mais dites-moi, il y a un adage qui est très africain qui dit « On ne quitte pas son homme parce qu'il nous a trompés. Mais comment faire pour réussir à pardonner une infidélité? Est-ce que déjà même vous êtes d'accord avec ce dicton? Et si vous étiez d'accord, ou pas d'ailleurs, quels seraient les... Comment on fait pour pardonner réellement? Parce qu'on peut pardonner, on se dit dans la bouche on pardonne, mais le fait d'avoir cette rancœur-là peut créer même peut avoir des conséquences sur le couple à la fin et créer même une séparation. Le problème avec ce que vous me dites là, c'est qu'on considère qu'une femme est partie que quand elle est sortie de la maison. Mais en fait, le véritable départ, c'est pas quand la femme est partie de la maison. Le véritable départ, c'est quand elle a cessé de faire de vous son centre d'intérêt. En fait, une femme ne part pas de la maison. Non, une femme ne part pas de la maison quand elle a soulevé son sac. Quand elle a soulevé son sac, ça fait 3 ans qu'elle est partie. En tout cas. Donc, elle met énormément de temps à partir. Attention les hommes, écoutez bien s'il vous plaît. Si vous de vous faire des reproches. Quand une femme arrête de vous embêter, sachez qu'elle a commencé à partir déjà. Quand la femme arrête en fait de se plaindre, elle arrête de vous dire un certain nombre de choses. Ne croyez pas qu'elle a accepté. Ne croyez pas qu'elle est passée à autre chose. Ne croyez pas qu'en fait, elle a fini par s'y faire. En réalité, elle est en train de préparer son plan B. Et ça, beaucoup d'hommes se rendent compte trop tard. C'est pourquoi, malheureusement, au moment où elle soulève sa valise et que tu lui dis non, ne pars pas... C'est un peu trop tard. En fait, les arguments ne fonctionnent plus. Là, tu constates, mais tu es dans le constat, en fait, cher ami. Il y a 3 ans que tu aurais dû te rendre compte de ça. Donc, pour revenir justement à la question que vous me posez,
On ne quitte pas un homme parce qu'il nous trompe, mais on ne le quitte pas comment? Parce qu'il faut à un moment donné aussi pousser les hommes à la maturité. Je suis un homme et j'en parle. Il y a beaucoup d'hommes qui sont encore des gamins, malheureusement, qui n'ont pas fini de grandir. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par son poste dans la société. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par les cheveux grisonnants ou par la barbe grisonnante comme celle que j'ai. Non, il ne faut pas juger un homme par son âge, parce que l'âge ne fait pas la maturité. Vous pouvez avoir un homme de 60 ans qui a des instincts de gamin, qui n'a pas encore fini de jouer dans les boîtes, qui n'a pas encore fini de fouiller toutes les jupes qu'il trouve dans la rue. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le niveau de l'âge mental que cette personne-là a. Ouais, mais alors, son niveau de responsabilité. Il n'y a pas un réel problème quand on est entouré de personnes qui font pareil et dans une société où c'est toléré pour les hommes de... Enfin, Oui, c'est-à-dire que, je veux dire, c'est toléré à grande échelle. Peut-être par des formations professionnelles. Quand j'entends ça, je dis toujours ceci. Vous arrivez sur le pont, il y a un pont juste en arrivant ici, et vous voyez un groupe de personnes que vous connaissez bien, que vous aimez, se jeter à l'eau. Vous jetez à l'eau aussi? Non. Vous ne le faites pas. Donc, on arrête de nous dire, ouais, parce que tu traînes avec des potes qui cherchent des femmes, etc. Donc, toi aussi, par imitation. Je dis qu'on imite les choses qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas le courage de faire. Oui, on se retrouve avec des personnes qui nous donnent ce courage-là. N'accusons donc pas les amis de nos maris, mesdames. N'accusons donc pas leurs copains. C'est juste que le mec, il avait besoin d'avoir, je vais dire, la force de le faire. Et cette force-là lui est donnée par un environnement qui n'est pas censeur. Donc, quand tu es dans un environnement qui ne te censure pas, tu te retrouves à faire des choses, au fond, qui étaient enfouies à l'intérieur de toi et tu te mets à les faire. Maintenant, il faut un peu de jugeote et de responsabilité. C'est là où j'interpelle, en fait, la plupart des personnes qui décident d'entrer en relation. Vous savez, on n'entre pas en relation que parce qu'on a de l'argent. On n'entre pas en relation que parce qu'on a envie d'avoir un statut. Ouais. On n'entre pas en relation que parce que... donnez-moi toutes les raisons que vous voulez. On rentre en relation parce qu'on a une maturité et on a quelque chose à donner à quelqu'un. À partir de ce moment-là, on va arrêter en fait d'entraîner les enfants des gens dans des aventures qui, malheureusement, ont des répercussions psychologiques et psychiques graves. Vous savez, le nombre de femmes qui sont entrées saines d'esprit dans un mariage et qui aujourd'hui sont des épaves vivantes. Ouais, on rencontre en coaching, on rencontre en accompagnement des femmes qui ont perdu confiance en elles. Là, j'en parle et j'ai un peu le cœur serré. Je dis, il faut à un moment donné qu'on arrête de faire souffrir les enfants des gens, de faire souffrir les autres, juste parce qu'on n'a pas fini de grandir. On n'a pas fini de grandir et du coup, on accapare des personnes. Vous vous rendez compte que certaines personnes entrent en relation avec des femmes par challenge. Il me la faut celle-là. Donc, en fait, dès qu'il l'a, c'est terminé. Le challenge est fini. Il doit passer à autre chose. Alors qu'il a tout mis en œuvre et la femme qui est dans cet idéal-là, elle a cru avoir la bonne personne, vous comprenez? Et quand une femme sait qu'elle est dans la bonne relation, écoutez, elle peut fermer tout ce qui peut être autour d'elle. Et quand elle se retrouve dans ce contexte-là et qu'après elle se rend compte qu'en réalité, elle n'est pas la seule dans votre vie et que vous n'avez pas fini de vous amuser, vous créez un désastre psychologique, psychique, mental, irréversible parfois, malheureusement. Alors, même si on est coach, on est accompagnant, des fois la femme arrive et ce n'est plus un problème de coaching. C'est quelqu'un qu'on doit envoyer complètement en même temps, je me pose la question parce que certaines personnes disent que l'infidélité a sauvé leur couple, plus ou moins. Oui. Chez certaines personnes, il fallait vraiment ça pour qu'ils se rendent compte que la personne est très importante. Et tout. Est-ce que ça, c'est... C'est la théorie de l'électrochoc. C'est-à-dire que des fois, malheureusement, on est dans une situation de vie de couple dans laquelle l'homme ou la femme, c'est selon, ne prête pas vraiment attention aux signaux. Parce qu'avant qu'une infidélité ne se commette, il y a des signaux qui sont envoyés. Ces signaux-là sont parfois non-verbales. Donc, quand on ne prête pas attention à ces signaux-là, ça finit par arriver. Mais certaines infidélités arrivent et là, je peux vous le dire, elles arrivent et elles aident en fait. Ah ouais. Je dis ça comme ça et ça fait bizarre, mais oui, parce qu'en réalité, la cause de l'infidélité peut aider à reconstruire puissamment un couple. Quand cette cause, par exemple, était liée à un manque d'attention, si vous réalisez que c'était le manque d'attention qui a poussé votre partenaire dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est vrai, ça va faire mal. Mais si vous réussissez, et j'ai vraiment aimé la citation de départ, vous la rappelez? L'infidélité, c'est comme la mort. C'est comme la mort. Oui, il y a ce processus qui est un outil de coaching pour les couples qui traversent ce genre de situation qu'on appelle, on va dire, le processus du deuil.
qui permet d'accompagner un couple qui a été frappé de plein fouet par cette situation d'infidélité à se reconstruire. Et dans la phase de reconstruction, il y a la première étape qui est le choc. C'est normal. Comment elle a pu me faire ça? On passe au déni. Donc, je ne peux pas accepter qu'elle ait pu me faire ça. Mais monsieur, madame, passez rapidement à cette étape du déni. Crachez votre colère si vous voulez. Mais au fond, ça révèle quelque chose chez vous qui n'a pas fonctionné et qui a poussé l'autre, finalement, dans les bras de quelqu'un d'autre. Des fois, certaines infidélités sont le fait de l'autre partenaire. Ouais. Voilà, ça, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire un peu le... Non. Parfois, c'est l'immaturité de certains hommes, l'immaturité de certaines femmes, le manque de conscience, le manque de... j'ai failli dire... d'implication véritable dans la relation qui pousse l'autre à sortir. Et parfois, quand l'autre sort comme ça, il y a un regain. On est un peu comme réveillé. C'est un peu comme l'électrochoc que vous recevez. Hein. Vous recevez une décharge sur le cœur et bam, vous vous réveillez et vous réalisez qu'en fait, si vous ne faites rien, eh bien, vous le perdrez ou vous la perdrez. Et c'est d'ailleurs un élément fondamental. Si vous êtes en couple avec une personne qui n'a pas peur de vous perdre, qui n'a pas peur de vous voir partir. Ouais. Partez dès maintenant. Partez dès maintenant parce que cette personne ne fera pas d'effort de changer pour vous amener à être à un niveau d'harmonie, à un niveau d'accomplissement que vous recherchez. Et ça, c'est vraiment des aspects qui sont importants, mais dont on ne tient pas compte dès le début. En fait, tout ce qui arrive dans votre relation aujourd'hui, ça s'est passé dès le début, mais vous n'avez pas prêté attention. Il faut regarder les signaux. Ouais. Alors, on a tendance à dire ou à entendre que, en gros, quand on est infidèle une fois ou quand on a été infidèle, on le sera toujours. Alors, y a-t-il des personnes qui ont des tendances ou une tendance à l'infidélité? Pour quelles raisons? Et y a-t-il aussi des personnes qui, par contre, ne sont pas infidèles? La question me permettra de répondre à deux vitesses. Le premier niveau, c'est que non, si on a été infidèle une fois, c'est pas obligé qu'on le devienne. Au contraire, certaines infidélités ont amené un niveau de conscience, un niveau de prise de conscience important, majeur, même j'ai failli dire, et ont poussé ces messieurs ou ces femmes-là à être dans une dynamique du rachat, parce qu'on veut se racheter, on veut vraiment être la personne qui prouve qu'elle est ce qu'elle a dit qu'elle va devenir, donc on s'améliore, donc on est dans une performance. Et de l'autre côté, ça m'amène en fait à expliquer des facteurs qui expliquent pourquoi des personnes peuvent être, on va dire, victimes de l'infidélité. Quand je dis victime de l'infidélité, c'est-à-dire que quelque part, ça ne dépend pas à 100% en fait d'elles-mêmes. Des personnes qui commettent l'infidélité, mais qui en sont victimes. L'infidélité, mais qui en sont victimes. Okay. Quand je dis qu'ils commettent, mais qui en sont victimes. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois, malheureusement, ces personnes-là souffrent, par exemple, de certaines maladies. Elizabeth Taylor, par exemple. C'est une femme qui souffrait d'une maladie qui fait qu'elle n'arrive pas... elle était nymphomane. Et cette nymphomanie faisait qu'elle ne pouvait pas se satisfaire d'un seul. D'ailleurs, il ne pouvait pas, à lui seul, réussir à la satisfaire parce que son envie était insatiable. Elle est malade. Donc, à la vérité, même si cette femme vous l'a coachée, vous lui expliquez toutes les bonnes raisons, et pourtant, moralement, c'était une femme irréprochable. Mais c'était une maladie qu'elle avait. Donc, il peut être possible qu'il y ait une pathologie qui crée ce désordre, en fait, dans la vie sexuelle de la personne et qui fasse que, bien qu'elle soit une personne bien éduquée, d'une bonne famille, qui a un bon environnement, qui n'a pas de problème d'argent, parce que si on parle de... c'était une grande actrice, elle n'avait pas de problème d'argent, donc on ne peut pas expliquer de ce fait-là, mais c'est une pathologie. Deuxièmement, il y a aussi des personnes qui vont avoir génétiquement, quand j'ai dit génétiquement, c'est-à-dire par transfert héréditaire, des comportements de ce type-là. Donc des personnes qui ont dans leur, on va dire, dans leur génome ou enfin dans leur développement intrafamilial, cette prédisposition en fait à la tromperie. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre en couple avec ces personnes-là. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre en couple avec ces personnes? Et surtout, comment les identifier aussi. Surtout les identifier, comment savoir? On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Alors, le temps est déjà écoulé, c'est incroyable. J'avais une dernière question. Oui, on va vous laisser terminer. Allez, une dernière question, vas-y. Justement, comment identifier ces personnes-là? Et vous aviez parlé tout à l'heure de ces pervers narcissiques, justement, qui sont à la recherche de proies et qui les délaissent. Comment une femme peut identifier, justement, ces personnes? Quels sont ces signaux pour éviter qu'elles tombent dedans? Et c'est la raison pour laquelle nous, en accompagnement, en coaching, on aide les personnes qui veulent démarrer une relation à entrer dans ce qu'on appelle le cycle d'une relation. Oui. Le cycle d'une relation, ça part de l'amitié, des fiançailles,
du mariage, etc., etc. Donc, en fait, on va donner la possibilité aux personnes qui se rencontrent de se laisser une marge de temps. Et dans cette marge de temps, on va déposer un certain nombre d'informations qu'on recherche chez l'autre. Par exemple, la capacité à être patient avant de passer au premier acte sexuel. Vous savez, ça, c'est un aspect qui est extrêmement puissant et extrêmement important dans la capacité de maîtrise de soi qu'une personne peut avoir. Si quelqu'un ne peut pas se contenir devant ses instincts sexuels, sachez que d'autres aspects de la vie vont lui échapper et ça ne sera pas votre faute si vous n'avez pas fait attention à ça. Merci beaucoup, Coach Yoman. Vraiment, on n'a pas du tout envie de vous laisser partir, mais voilà, nous ne sommes pas de course. Chers téléspectateurs, vous ne partez pas, l'émission continue juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On va maintenant changer un petit peu de registre et on va partir en musique, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, le moment est venu de vous partager, chers téléspectateurs, les musiques qui nous mettent dans une bonne ambiance, de bonne humeur. C'est dans le son qui met bien, tout de suite. Alors, vous savez, j'ai un petit côté un peu pop, techno, de temps en temps. Pas, non. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup la house, j'aime beaucoup la techno, la deep house, trance house et tout ça. Donc, c'est vraiment un côté... Pourtant, tu nous as jamais c'est vrai, j'en ai jamais parlé. De son house et pourtant, j'en écoute très souvent. Et il y a un son que j'ai écouté récemment qui s'appelle, dont les chanteurs, c'est Zach Mercy et Arcana. Et le son s'appelle Love Potion. Et c'est mon coup de cœur actuellement. On va l'écouter. Ah, c'est de la tropical house. Ouais. Et voilà, de temps en temps, on aime bouger, ou bien pour faire du sport, ou pour aller pour danser en boîte et tout. Love Potion, t'as dit? Love Potion. Et c'est récent, plus ou moins? Alors, on va dire, c'est relativement récent. J'ai chasamé ça lorsque j'étais justement dans un petit resto, là, récemment. Et sur YouTube, je crois que le clip est sorti il y a une semaine. Ils sont pas très... Enfin, il y a 1 ou 2 semaines, mais ils sont pas très, très, très connus encore. Mais d'accord, mais c'est bon, hein, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, et vous? Alors moi, c'est Maître Gims. Oh là là, je sais. Arrête, non, il fait de belles choses. Kadi, il faut qu'il te paye. En tout cas, il faut qu'il me paye. C'est star à domicile, Maître Gims chez Kadi Touré. On va lui faire ça un jour. En fait, autant qu'il te paye. Non, mais c'est vrai, c'est des relations publiques, ça. Le truc, c'est qu'il fait de belles choses, en fait, tu vois. Il a sorti quelque chose encore? Oui, il a sorti avec Black M. D'accord. Tu vois, Black M, ils sont ensemble dans le même groupe. Dans Section d'Assaut. Dans Section d'Assaut, et ça s'appelle César. C'est une petite chanson, tu vois la petite chanson des enfants? Ouais. Allez. Je pense que Kadi, quand c'est Maître Gims, je crois qu'elle écoute même pas la chanson, elle dit ouais, elle met ça direct dans sa playlist. Non, mais en vrai, c'est vrai que je l'ai écouté, je l'ai entendu un petit peu. Dès qu'il dit, oh, j'ai dit voilà, c'est bon. Alors, Kadi. Bon, moi, les filles, je vais vous faire écouter une chanson d'une chanteuse nigériane qui n'est pas très connue. Elle n'est pas comme Yemi Alade ou Tiwa Savage, mais je pense qu'elle est vraiment l'étoile montante de la musique nigériane. Ses sonorités ne sont pas très afrobeat, c'est un peu jamaïcain. Ça fait un peu jamaïcain. Ouais. Au début, je pensais qu'elle était des Caraïbes, mais en fait, elle est nigériane et cette chanson s'appelle The Key. On va l'écouter. Je connais. Tu connais The Key? À cause du fait qu'ils ont été, on va dire, ils ont colonisés, entre guillemets, par les Américains, par les Anglais, etc. Donc, il y a une sorte de... Tu vois, dessus. Alors que, malheureusement, nous, on est très restreints à cause de la langue française. Et ça fait qu'on n'arrive pas à s'exporter, je pense. Ouais, moi, je pense aussi qu'il y a le travail derrière. Hein. Quand tu travailles bien, quel que soit d'où tu viens, tu t'exportes. Tu vois, les Nigérians, ils travaillent, ils bossent. Ouais. Après, ils sont beaucoup quand même. Hein. Ils sont un peu trop nombreux aussi, par rapport à nous. Oui, en fait, moi, je pense que côté densité de la population, ce qui joue en leur faveur, c'est que quand ils font sortir un morceau, c'est sûr que même si 1% achète, c'est bon. Mais le fait d'exporter, là, en fait, il faut vraiment que ça soit aux normes internationales. Aux normes, oui, j'avoue. Et ils travaillent bien. Mais c'est vrai qu'ils font de très belles choses. Ils font de très, très belles choses. Alors, je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez laisser vos sons qui mettent bien aussi en bas de la page Facebook NCI. Et on se retrouve tout de suite après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette émission, Les Femmes d'ici. Alors, on est passé au labo, car c'est l'heure du quiz.
Alors les filles, aujourd'hui on a parlé d'infidélité, donc dans le couple, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler des traditions de mariage pour faire complètement, tu sais, le côté heureux du couple, de la chose. Alors, différentes traditions de mariage, coutumes de mariage à travers le monde. Je vous préviens, c'est pas des questions faciles. À mon avis, ça va plutôt être de la deviner quoi. D'accord. Parce qu'on peut pas tout savoir sur ce que les gens font à travers le monde. Mais je vous invite, comme d'habitude, à tenter de répondre à ces questions, peut-être à deviner quelle tradition appartient à quel pays et puis surtout quelles sont ces traditions. Alors, première question. Cette tradition anglo-saxonne, très connue, consiste à faire porter à la mariée 4 éléments le jour de son mariage. Lesquels ? Il y a 3 propositions, alors elles sont un peu longues, donc écoutez attentivement. Quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'hérité et quelque chose de vert, pour la première. Deuxièmement, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. Et troisièmement, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose de sa belle-mère et quelque chose de rose. À la belle-mère Non, je pense que c'est surtout avec les couleurs, non ? C'est surtout avec les couleurs. Donc, je dirais peut-être bleu. Le bleu ? Ouais. Eh ben, écoute, tu tapes dans le mille. C'est exactement ça. C'est quelque chose de bleu. Donc, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. Cette tradition anglaise date de la fin du 19e siècle et l'élément neuf est généralement la robe de la mariée. Ouais. L'élément vieux est souvent un bijou de famille ancien, donc qu'on lui donne. L'élément emprunté, c'est souvent un accessoire d'une amie proche de la mariée et l'élément bleu, c'est un accessoire discret, par exemple. Mais ça peut être une jarretière, un sous-vêtement, un mouchoir, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on dit que ça porte bonheur quand la mariée a tous ces éléments-là. Voilà. Okay. Deuxième question, on part en Inde. Okay. Le mariage indien se déroule dans la maison de la mariée où son mari la rejoint. Soit vêtu comme un maharaja sur un cheval blanc suivi d'un cortège de musiciens, soit vêtu comme un maharaja dans un carrosse d'or et de pierres précieuses précédé d'un cortège d'hommes religieux, soit vêtu comme un maharaja toujours, avec ses parents en costume traditionnel, suivi des plus belles vaches sacrées de la ville. Je dirais la troisième option. Ouais, moi aussi, les vaches, parce que c'est en Inde, non ? Oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est l'animal sacré. Ouais. J'aurais dit pareil, mais non, en fait. Ah, mais ça. Alors, le cheval blanc, alors ? C'est sur un cheval blanc suivi d'un cortège de musiciens, exactement. Alors pourquoi ? Je sais pas, mais c'est comme ça en tout cas. C'est beau en tout cas. Au Danemark, une tradition est censée renforcer et protéger la fidélité des jeunes mariés. Laquelle ? Alors c'est dans le thème. Soit on découpe un trou dans la chaussette droite du marié pendant la fête. Je sais, c'est très étrange. Soit on invite un de ses ex, ou un des ex de chaque marié à leur table pendant le banquet. Soit on lie les poignets des mariés durant le repas à l'aide d'une cordelette de soie bleue. À votre avis ? Alors, je sais déjà que ça ne peut pas être les ex. Parce que sinon, il y aura les palabres à tout moment. Ça peut pas être les ex. Donc, c'est entre la chaussette ou la corde. Soit la corde ou la chaussette. Hein. Chaussette ? Je dirais... Chaussette ? Chaussette. Chaussette ? Eh bien, c'est chaussette. Ouais. Et pourquoi ? Vous voulez savoir pourquoi ? Oui. Ainsi, les autres femmes ne risquent plus d'être attirées par un homme portant une chaussette trouée, tout simplement. Abidjan ici. N'oubliez pas que les traditions, là, elles sont nées dans les années... au 18e, 19e siècle. Tu sais, ils avaient des façons de voir les choses qui étaient peut-être un peu... Quand tu vois un homme avec une chaussette trouée, tu dis « Oh my God !» Voilà. Quatrième question. Une coutume allemande est célébrée afin de chasser les mauvais esprits. Laquelle ? On se réunit devant la maison des parents de la mariée et on y dépose des pétales de rose rouge. On se réunit devant la maison des mariés et on casse de la vaisselle. Ou on se réunit devant la maison des mariés et on chante un chant traditionnel. Moi, je pense qu'on casse la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi, exact. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Ouais. Absolument. Tradition française. Elle est très attractive pour la gente masculine. Ah oui, t'as pas d'excuse. Alors là, et ça consiste à révéler un accessoire de la mariée. Lequel ? Une chaussure, le voile ou la jarretière ? Jartelle. Jarretière, pardon. C'est ça, c'est la jarretière. Celui-là, on le connaît. Même. Il y a même des mariages où ils te font l'homme vient et puis il enlève avec ses dents ou avec sa bouche, exactement. Et donc, ce jeu consiste à faire enchérir les invités afin que la mariée remonte la robe le long de sa jambe. Et l'invité qui aperçoit la jarretière en premier la remporte. C'est très étrange. Eh ben, dis donc. Tu me pars avec la jarretière de la mariée. Que fait-on en Italie des réceptions d'un faire-part de mariage ? On fait brûler un cierge à l'église, on offre le cadeau de mariage ou on offre des fleurs aux parents de la mariée. J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'on fait en Italie dès qu'on reçoit le faire-part du mariage ? D'accord. Est-ce qu'on fait brûler un cierge ou est-ce qu'on offre le cadeau de mariage ou est-ce qu'on offre des fleurs aux parents de la mariée ? Peut-être qu'on offre les fleurs aux parents de la mariée ou... En tout cas, c'est pas... Tu as donné 2 réponses, c'est ou... Toi, tu dis, on offre des fleurs. On offre des fleurs. On brûle un cierge, non ? Eh ben non, on offre le cadeau de mariage. On offre le cadeau ? Oui, parce qu'en Italie, il est courant d'offrir le cadeau de mariage plusieurs mois avant la cérémonie. Avant la cérémonie. C'est l'usage, c'est ce qu'il faut faire, c'est très poli.
D'accord. Que fait-on subir à la mariée autrichienne le jour de son mariage? Elle est réveillée aux aurores par des feux d'artifice. Elle est bizutée toute la nuit, c'est-à-dire on met une souris dans ses WC, on plie son lit, enfin bref. J'espère que c'est pas ça. Ou alors elle doit dormir avec sa belle-mère. Ah, Ça, je c'est pense pas mal. que dormir avec la belle-mère, ce serait pas mal, ouais. Histoire de... Ouais. Alors, à votre avis? Dormir avec la belle-mère. Non, mais vous aussi. Jamais on peut faire ça. C'est ce qu'on veut. On sait jamais. Alors non, elle est réveillée aux aurores par des feux d'artifice, ou des pétards. D'accord. Donc les lève-tôt sont responsables mais de je veux savoir, les autres réponses, là, tu les as inventées ou bien ça existe quelque part? Comment ça les a inventées? Non, les réponses qui sont pas justes en fait. Ah non, c'est juste... Ah d'accord, Non, parce que je me suis dit si ça existe Non, c'est quelque une part. invention, c'est une invention. T'as vu, à chaque fois que c'est une petite modification. Ouais, ok. Non, c'est pas des pratiques. Peut-être que ça existe Non, quelque part. c'était juste pour vous donner un petit peu en gros ce qui est possible, quoi. En Suède, à quoi s'apparentent généralement les enterrements de vie de garçon? Une petite soirée tranquille entre copains, une beuverie ou une fête endiablée qui peut durer jusqu'à une semaine. Ouais, je pense qu'une semaine, hein, parce que les Autrichiens, ils aiment bien la fête. Hein. Ouais, si. Une semaine. Ouais, Imagine, ils font la fête pendant une semaine. C'est incroyable quand même. Non, après ça, franchement, il n'a plus d'excuses. Tu T'es dit. restes à la maison, attaché, comme on dit. On va aller en Afrique du Nord. Comment se prépare traditionnellement une future mariée marocaine? Elle se fait faire un soin des cheveux et une French manucure. Elle se purifie au hammam et ensuite a lieu la cérémonie du henné, où elle doit suivre un régime strict composé uniquement de fruits. Henné hammam. Henné hammam, parce que c'était la question parce facile. que je pense que c'est un petit peu copié, non? Vous faites Comme ça chez aussi? nous, on fait Beaucoup de musulmans font ça, pareil. Ouais, peut-être pas le hammam, mais le henné, oui. Mais le henné, oui, absolument. Mais c'est vrai qu'il y a le hammam aussi. Donc, et pendant la cérémonie du henné, une spécialiste, la hanaya, dessine les motifs symboliques sur les mains et les pieds de la fiancée afin de lui porter bonheur et prospérité. Et une toute dernière, comment s'appelle le costume traditionnel porté par la mariée traditionnelle? C'est pas facile, j'avoue. Quel traditionnel? Dans quel pays? Tunisie. En Tunisie? Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Je vais vous en donner une plus simple. On va partir au Japon. Ah oui, mais réponds déjà pour ça, là. Au moins, dis au moins C'est ça. la Kusra. Là? La Kusra, d'accord. Ok. 12e question. Dans quel degré d'intimité se déroule la cérémonie d'un mariage japonais? Au minimum 200 invités, sinon une famille très proche, quelques amis, ou sinon uniquement la famille proche. À 2 degrés d'intimité, moi je pense 200 invités. Ah ouais? Ouais, non, je dirais famille proche par contre. Je me dis non, ils sont très 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 intimistes, uniquement la famille proche. Ah ouais? C'est ce que tu as dit, pardon. Autant pour moi. C'est ça. C'est uniquement la famille proche. C'est-à-dire que c'est les parents, frères et sœurs des parents, et puis c'est tout. Donc t'as pas la famille, et voilà. Et donc, pourquoi? Parce que la cérémonie a lieu dans un sanctuaire, et seule la famille proche y assiste. La mariée y revêt le costume traditionnel, le shiromoku, une superposition de 5 à 12 kimonos. Bon, ça... Eh ben, dis donc. c'est 5 à 12 kimonos sur la table. C'est comme un peu les geishas, tu sais, tu avais plein de robes l'une sur l'autre. Et donc... Mariage n'est pas facile. Et en général, vous savez ce que... Enfin, en gros, 5 à 12, c'est proportionnel à quoi, à votre avis? Si t'en as 5, ça veut dire quoi? Si t'en as 12, ça veut dire quoi? Mais peut-être que ça dépend du mois de l'année, je sais pas. C'est une question... du mois de l'année, non, je dirais 5, 12. Peut-être du niveau social, peut-être. Absolument. Ouais, et financier. Ça, ouais. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, quand tu es riche, du coup, c'est 3, 4, enfin 12. Et puis, bon, les personnes de faible moyen, plus modestes, voilà, auront 5. D'accord. Donc, tu n'as rien pour moi, les filles. C'est comme ça. Mais c'est comme après, dans la plupart des cultures, enfin, en général, plus la robe ou la tenue des mariés est bardée, je sais pas moi, de pierre ou de ce que tu veux, plus c'est D'accord, je pense que c'était bien. On a appris. Beaucoup. On a beaucoup appris. Bon, c'est pas facile, je sais. Mais c'est bien, ça nous permet d'apprendre, d'élargir notre culture. Les internautes, leurs coutumes aussi. Absolument. N'hésitez pas à partager les coutumes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le reste de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique en général, ou d'ailleurs. On vous invite à réagir et à donner vos coutumes sur la page NCI Facebook ou sur la page Instagram. Comme ça, vous interagissez un petit peu avec nous. Et puis surtout, merci de nous avoir suivis tout le long de cette émission. On vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même plateau, donc sur NCI. À demain.